2 villes, 2 tornades. Un jour, l'Afrique du Sud n'a jamais oublié ce qui s'est passé. En octobre 2011, un phénomène météorologique sans précédent a secoué le pays. Sans sirène, sans alerte, sans issue, 2 communautés se sont retrouvées piégées sous la fureur d'un ciel devenu ennemi. D'abord, ce fut Duduza, un quartier pauvre à l'est de Johannesburg, où une tempête colossale arracha les toits, déracina les maisons et laissa des centaines de familles en ruine. Quelques heures plus tard, une autre ville, Vicksburg, à plus de 200 km de là, affronta son propre bourreau. Une seconde tornade, tout aussi dévastatrice. 2 tragédies, le même jour. La coïncidence semblait impossible. Mais la nature est sans limite. Que se passe-t-il lorsqu'un pays dépourvu de système d'alerte est confronté à un monstre venu du ciel? Voici l'histoire d'une double catastrophe qui a changé à jamais la perception du climat en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, terre de contraste. Un pays où les montagnes s'élèvent telles d'anciennes gardiennes sur des plaines ouvertes, où déserts, savanes et côtes s'entremêlent en une imposante mosaïque naturelle. Ici, le soleil tape fort, les pluies tombent de manière inégale et les vents soufflent sur des kilomètres sans rencontrer de barrières. Pourtant, au milieu de toutes ces nuances, il existe un phénomène rarement associé à cette région, les tornades. Contrairement aux États-Unis, où la zone des tornades concentre des centaines d'événements chaque année, l'Afrique du Sud se trouve dans une situation très différente. Ces systèmes météorologiques apportent généralement des orages intenses au printemps et en été, certes, mais la formation de supercellules capables de générer des tornades est beaucoup moins fréquente. Et lorsqu'elles se produisent, elles sont généralement de plus petite ampleur, avec des entonnoirs de courte durée affectant de petites zones. C'est pourquoi ce qui s'est passé en octobre 2011 a pris tout le monde de court. L'explication réside dans la géographie et le climat de cette période de l'année. Octobre marque le début du printemps dans l'hémisphère sud. Les températures commencent à augmenter rapidement après l'hiver et l'atmosphère se charge d'énergie. La chaleur du sol contraste avec les courants d'air froid en altitude, une combinaison dangereuse pour la stabilité du ciel. Ce jour-là, l'humidité de l'océan Indien a rencontré des masses d'air chaud s'élevant de l'intérieur du continent. Cette collision a créé d'énormes nuages qui ont non seulement déchaîné pluie et grêle, mais ont aussi évolué vers quelque chose d'encore plus redoutable, des supercellules. Ces tempêtes tournantes sont à l'origine des tornades les plus violentes de la planète. Le plus extraordinaire est qu'en Afrique du Sud, il n'existait pas, et il n'existe toujours pas, de système d'alerte précoce robuste pour des phénomènes aussi extrêmes, contrairement à d'autres régions du monde, où des radars spécialisés repèrent chaque cellule orageuse et où les autorités peuvent déclencher les sirènes quelques minutes à l'avance. Dans des communautés comme Duduza et Vicksburg, il n'y a eu aucune alerte. Pour la plupart des habitants, les nuages sombres semblaient seulement annoncer de fortes pluies. Personne n'imaginait que, dans ces masses turbulentes, le ciel préparait un double coup. Ce qui s'est produit ce jour-là est le résultat d'une rare conjonction de facteurs. Une humidité abondante, des vents violents qui ont fait tourner les tempêtes et une énergie convective suffisante pour que l'atmosphère déchaîne sa fureur. Résultat, 2 tornades dévastatrices dans un pays qui n'y était pas préparé. L'Afrique du Sud a toujours été un pays où la nature impose son propre rythme, des sécheresses prolongées aux pluies torrentielles. Mais ce mois d'octobre a mis en lumière un fait plus inquiétant. Même dans les pays où les tornades sont rares, une météo imprévisible peut se transformer en un monstre inattendu. C'était le décor d'une journée qui allait entrer dans l'histoire, et c'est à Duduza que tout a commencé. C'était le dimanche 9 octobre 2011. À Duduza, à moins d'1 heure à l'est de Johannesburg, la vie suivait son cours. Les familles préparaient le déjeuner, les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses, et l'air printanier annonçait des averses éparses. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que le ciel allait bouleverser leur vie à jamais. En milieu d'après-midi, les nuages commencèrent à s'assombrir à une vitesse déconcertante. Le vent soufflait plus fort que d'habitude, et un grondement sourd grondait comme des avertissements lointains. Pour la plupart, ce n'était qu'une tempête de plus, comme celle qui accompagne le printemps. Mais au cœur de ces nuages, quelque chose de bien plus mortel se préparait. Une supercellule en rotation qui allait bientôt se transformer en tornade d'une force dévastatrice.
Peu après 15 heures, les premiers signes du chaos sont apparus. Des témoins rapportent que le ciel a pris une teinte verdâtre, une couleur surnaturelle qui a rempli d'effroi les observateurs. Le vent a rugi avec un sifflement de plus en plus aigu. Puis, sans prévenir, un entonnoir est descendu des nuages, tel un fouet sombre qui a touché le sol en quelques secondes. La tornade a frappé Duduza, un village aux maisons modestes, souvent construites avec des briques creuses, des toits en tôle et des matériaux fragiles. La tempête n'a rencontré aucune résistance. Elle a arraché les toits comme des feuilles de papier, renversé des murs entiers et soulevé des objets lourds comme des jouets. J'ai entendu un grondement semblable à celui d'un train qui ne s'arrête jamais, a raconté un survivant. J'ai couru à l'intérieur de la maison, mais en quelques secondes, le toit a disparu au-dessus de nos têtes, tout s'est effondré. La tragédie atteignit son paroxysme lorsqu'on apprit le décès d'une fillette d'à peine 9 ans. Sa famille, en larmes, raconta comment elle avait tenté de la couvrir de couvertures tandis que les murs s'effondraient, mais rien ne put arrêter la fureur du vent. Sa mort devint le symbole d'une catastrophe qui laissa une cicatrice indélébile sur la communauté. Plus de 160 maisons ont été réduites en ruines en quelques minutes. Des centaines de personnes ont été blessées, certaines souffrant de graves fractures après avoir été projetées par des débris. Les hôpitaux voisins se sont effondrés sous le flot de blessés arrivant avec des coupures, des contusions et des fractures. Un habitant se souvient avoir été emporté sur plusieurs mètres par la force du vent. Je n'avais nulle part où me cacher. J'ai couru, mais j'ai senti l'air me soulever. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais debout au milieu de briques brisées et de fer tordus. Je ne savais pas si j'étais vivant ou mort. L'aspect le plus dramatique a été la destruction des quartiers informels de Duduza, construits avec des matériaux précaires. Là où la pauvreté contraint les habitants à improviser des abris avec du bois, de la tôle et du plastique, la tornade a balayé sans pitié. Des structures ont été emportées, laissant des familles entières exposées au vent et à la pluie en quelques secondes. Les voisins s'entraidaient pour sortir des décombres. Les parents cherchaient désespérément leurs enfants, tandis que d'autres erraient dans les rues en criant les noms de leurs proches. La confusion était totale. Il n'y avait pas de sirène, pas le temps de se mettre à l'abri. Les gens ont réagi comme ils ont pu. Certains se sont jetés à terre et se sont recouverts de couvertures. D'autres ont couru vers les églises ou les écoles voisines, à la recherche de murs plus solides. Mais dans bien des cas, la tornade a été plus rapide que toute tentative d'évasion. Lorsque la tornade s'est enfin dissipée, ce qui restait ressemblait à une zone de guerre. Des rues jonchées de débris, des poteaux électriques renversés, des voitures renversées comme des jouets. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement troublé par les appels à l'aide qui s'élevaient des décombres. Les premiers intervenants ont décrit des scènes d'horreur, des familles coincées sous des murs effondrés, des enfants en pleurs au milieu des décombres et des adultes désorientés marchant dans ce qui avait été leur maison. L'air sentait la poussière, l'humidité et la peur. Un pompier volontaire se souvient. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était comme si le vent avait décidé d'effacer Duduza de la carte. On arrivait dans une rue et elle n'existait plus. Au milieu du chaos, la solidarité a également émergé. Des voisins qui se connaissaient à peine ont commencé à creuser à main nue pour libérer les personnes bloquées. Les femmes ont improvisé des abris avec des bâches récupérées, tandis que les jeunes se sont précipités vers les centres communautaires pour organiser l'aide. La Croix-Rouge sud-africaine est arrivée peu après, distribuant des couvertures et de la nourriture, mais les premiers héros furent les habitants de Duduza eux-mêmes. La communauté, profondément meurtrie, a fait preuve d'une résilience qui a impressionné tout le pays. Le plus inquiétant était l'absence totale d'avertissement. Dans des pays comme les États-Unis, les gens ont généralement 10 à 20 minutes pour se mettre à l'abri. À Duduza, il n'y a eu aucune alerte. La tornade a frappé soudainement, mettant en évidence la vulnérabilité de la population face à un phénomène d'une telle ampleur. L'absence de système d'alerte a transformé une tempête en tragédie. La leçon a été amère. Les phénomènes météorologiques extrêmes ne respectent plus les frontières ni les statistiques. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, ceux qui ont vécu ce jour s'en souviennent avec des frissons.
La plupart s'accordent à le décrire avec les mêmes mots. C'était comme si le ciel s'était ouvert et avait décidé d'engloutir tout. La tornade de Duduza n'a pas été la plus importante ni la plus longue au monde, mais son impact humain, dans un endroit dépourvu de préparation et de protection, en a fait un événement inoubliable. Cet après-midi-là, Duduza a appris à ses dépens que même les recoins les plus improbables de la planète pouvaient être victimes de la fureur du vent. Et tandis que la ville luttait pour se relever de ses ruines, à des centaines de kilomètres de là, une autre communauté subissait un sort similaire. Vicksburg était sur le point de vivre son propre enfer. À Duduza, les habitants cherchaient encore à comprendre ce qui s'était passé, tandis que les sirènes improvisées des ambulances et des voitures de police traversaient les rues couvertes de poussière et de débris. Le ciel préparait une nouvelle embuscade. À des centaines de kilomètres au sud, dans la ville de Vicksburg, une autre tempête grondait avec la même fureur, comme si la nature avait décidé de lancer un second défi, le même jour. Vicksburg est une ville agricole proche de la frontière avec le Lesotho, connue pour ses champs fertiles et sa production de cerises, qui attire chaque année des visiteurs lors des festivals de printemps. Un endroit paisible, aux maisons modestes et au rythme lent, où la vie tourne autour de la terre et des récoltes. Mais ce 9 octobre 2011, la tranquillité disparut sous un ciel noirci qui annonçait une tempête. L'après-midi avait commencé avec un air épais et humide qui imprégnait la région. Les agriculteurs observaient les nuages se transformer en tours sombres qui semblaient animés d'une vie propre. Le vent soufflait de manière erratique, parfois en fortes rafales, parfois dans un silence étrange. Les habitants levaient les yeux, résignés, convaincus qu'il s'agissait d'un violent orage, peut-être accompagné de grêle, comme tant d'autres qu'ils avaient subis. Mais bientôt, ce sentiment de normalité vola en éclats. Le vent changea d'intensité, prenant un rugissement profond que beaucoup comparèrent au bruit d'un train en approche. Les nuages commencèrent à tourbillonner et en quelques secondes, un entonnoir sombre descendit du ciel et toucha le sol. Une tornade était née, visant le cœur de Vicksburg. L'impact fut brutal. L'entonnoir s'avança tel un mur de vent, soulevant les toits, déracinant les arbres et balayant tout sur son passage avec une violence déconcertante. Contrairement à Duduza, où prédominaient des logements très précaires, à Vicksburg, de nombreuses maisons avaient des murs plus solides. Mais même cela ne suffisait pas à résister. Les vitres explosèrent vers l'intérieur comme des projectiles. Les murs tremblèrent et certaines structures s'effondrèrent sous la pression du vent. Des voitures furent soulevées et projetées contre des poteaux électriques ou des clôtures, et les rues furent bloquées par des branches et des fils électriques tombés. Les témoignages de ce jour-là témoignent d'un chaos indescriptible. Une employée d'une petite boutique a raconté qu'en quelques secondes, le toit s'est arraché et a été emporté par le vent, laissant les clients exposés à la pluie et aux débris. Un groupe d'écoliers a été piégé lorsque le vent a arraché les portes des salles de classe, projetant des éclats de verre autour d'eux. Des enseignants désespérés ont tenté de couvrir les enfants de leur propre corps jusqu'à ce que la tornade passe. En quelques heures, l'hôpital local a reçu des dizaines de blessés, des personnes présentant de profondes coupures, des fractures et des contusions causées par des objets projetés comme des projectiles. Les équipes d'urgence de Vicksburg, comme de Duduza, manquaient de formation spécifique pour gérer une tornade d'une telle ampleur. Sans système radar sophistiqué ni sirène d'alerte, les habitants ont dû affronter la fureur du vent sans prévenir. À leur arrivée dans les zones les plus touchées, les premiers secours ont découvert un paysage de destruction digne d'un film. Des maisons réduites à des tas de briques, des véhicules renversés et des arbres déracinés. Et au milieu de tout cela, des gens désorientés, couverts de poussière et de sang, à la recherche de leurs proches parmi les décombres. Le plus frappant fut la simultanéité de la catastrophe. Alors que les journaux télévisés nationaux commençaient à diffuser les images de la dévastation à Duduza, une nouvelle vague de reportages affluait de Vicksburg, confirmant que le pays était confronté à un double choc sans précédent. L'Afrique du Sud, territoire où les tornades étaient considérées comme des phénomènes rares et isolés, avait subi deux événements majeurs le même jour. L'incrédulité se mêlait à l'angoisse, car il était impossible de savoir si le cauchemar prendrait fin ou si de nouvelles tempêtes frapperaient d'autres communautés. La catastrophe de Vicksburg a également laissé de profondes traces émotionnelles. De nombreuses familles ont perdu leur maison. D'autres
ont conservé des séquelles physiques et psychologiques qui mettront des années à guérir. Les agriculteurs ont vu leur récolte détruite en quelques minutes, perdant le travail d'une saison entière. Les rues, jonchées de lignes électriques tombées et de fragments de toitures en zinc, sont devenues des zones dangereuses où le danger ne s'est pas éteint avec le passage de la tornade. Les sauveteurs locaux ont travaillé aux côtés des voisins pour dégager les personnes coincées sous les décombres. Certains ont dû creuser avec des pelles de fortune, d'autres à main nue. Des chaînes humaines ont été organisées pour retirer les briques et le bois, tandis que quelqu'un écoutait attentivement les cris ou les hurlements d'un survivant de l'autre côté. Chaque sauvetage était une course contre la montre. Chaque minute comptait. Un ambulancier se souvient avoir trouvé une femme blessée serrant son bébé dans les décombres d'une maison effondrée. La mère souffrait de fractures aux 2 jambes, mais avait réussi à protéger l'enfant de son corps pendant le passage de la tornade. Cette scène est devenue un symbole d'espoir au milieu de tant de destruction. La tombée de la nuit n'apporta aucun soulagement. Avec la coupure de courant, la ville fut plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par les gyrophares des véhicules de secours. La pluie continuait de tomber, entravant les recherches et augmentant le risque d'effondrement des structures endommagées. Craignant une nouvelle tornade, les habitants passèrent la nuit éveillés, se réfugiant dans des églises, des écoles et des centres communautaires. À l'aube, l'ampleur de la tragédie était évidente. Vicksburg avait changé en quelques heures. Ce qui était autrefois une paisible ville agricole n'était plus qu'un champ de ruines. Pourtant, au milieu du chagrin et de l'incertitude, un esprit de solidarité rappelant celui de Duduza s'est également manifesté. Des voisins partagèrent de la nourriture, des bénévoles venant d'autres villes pour apporter leur aide, des médecins travaillant sans relâche pour soigner les blessés. Le pays tout entier était ému de voir comment 2 communautés, géographiquement éloignées mais unies par la tragédie, affrontaient le même sort avec courage. La tornade de Vicksburg n'était pas seulement le nouveau coup dur de la journée. Elle confirmait que l'Afrique du Sud était entrée dans une nouvelle réalité climatique. Il ne s'agissait plus de phénomènes isolés, ni d'anomalies statistiques. Ce qui s'est passé en octobre 2011 a montré que le pays devait se préparer à l'impensable. Ce qui s'est passé ce dimanche d'octobre 2011 n'a pas seulement été dévastateur par son impact humain et matériel. Il a également déconcerté météorologues et scientifiques, car statistiquement parlant, la probabilité que 2 tornades frappent 2 villes sud-africaines le même jour semblait presque impossible. Ce phénomène était si inhabituel qu'il a laissé tout le pays perplexe. Était-ce vraiment rare? Contrairement à des régions comme le centre des États-Unis, l'Afrique du Sud n'est pas connue pour son activité tornade. Des tornades surviennent, mais elles sont généralement peu nombreuses, brèves et d'intensité modérée. Des études météorologiques indiquent que le pays peut enregistrer en moyenne 1 à 3 douzaines de tornades par an, bien que la plupart surviennent dans des zones rurales peu peuplées, et atteignent rarement des niveaux élevés. Pour mesurer cette rareté, comparez-la aux États-Unis, où plus de 1200 événements sont enregistrés certaines années. La différence est considérable. Le Brésil est un autre pays où l'activité est notable. En raison de sa taille et de son climat tropical, il enregistre également des dizaines de tornades chaque année, surtout dans le sud. L'Italie, en Europe, a connu de violentes tornades près de la Méditerranée, bien qu'en nombre bien moindre. Dans tous ces cas, cependant, il existe des archives historiques, des systèmes d'alerte et une perception sociale selon laquelle les tornades, bien qu'imprévisibles, font partie intégrante du paysage climatique. En Afrique du Sud, en revanche, l'imaginaire collectif n'a jamais envisagé un scénario similaire. Les événements de Duduza et de Vicksburg ont radicalement bouleversé cette perception. Jamais auparavant dans l'histoire moderne du pays, une double tornade n'avait été observée, touchant des zones urbaines distantes de plusieurs centaines de kilomètres à une telle échelle. Pour les scientifiques, c'était un signal d'alarme. Le climat de l'Afrique australe n'était pas exempt de phénomènes extrêmes, et la combinaison de facteurs atmosphériques pouvait reproduire des conditions similaires à celles observées dans d'autres régions du monde. Les statistiques montrent que la majorité des tornades en Afrique du Sud se produisent dans les provinces de l'État libre, du Gauteng et du KwaZulu-Natal.
Duduza et Vicksburg se trouvent précisément dans ces zones à risque, bien que l'ampleur des événements ait été historiquement bien plus faible. La simultanéité était des plus déconcertantes. 2 supercellules actives le même jour, toutes deux capables de générer des tornades destructrices et impactant directement des zones habitées, constituent un scénario qui frise l'extraordinaire. Les météorologues s'accordent à dire que le printemps est la saison la plus dangereuse pour la région. La combinaison de la chaleur montante du sol, de l'humidité de l'océan Indien et des vents froids en altitude crée un terrain propice aux tempêtes intenses. Mais même dans ce contexte, les événements d'octobre 2011 ont dépassé les attentes. C'était comme si la nature avait aligné chaque pièce du puzzle pour déclencher un double choc que peu de gens auraient pu prévoir. Un autre aspect pertinent est l'absence de données historiques détaillées. Dans les pays dotés de technologies de surveillance avancées, chaque tornade, aussi petite soit-elle, est documentée. En Afrique du Sud, la réalité est différente. De nombreuses communautés rurales sont dépourvues de stations météorologiques ou de radars à proximité, ce qui signifie qu'un grand nombre d'événements ne sont jamais officiellement signalés. Se pose alors la question: des doubles épisodes ont-ils déjà eu lieu et sont-ils simplement passés inaperçus? La réponse est incertaine, mais il est clair que jamais un épisode n'a causé autant de ravages visibles et médiatisés que ceux de Duduza et de Vicksburg. À l'échelle internationale, des experts ont commencé à analyser cet événement comme une étude de cas. Des revues scientifiques ont souligné que la situation était un exemple clair de la manière dont le changement climatique pouvait accroître l'intensité et la fréquence des événements extrêmes dans des zones auparavant considérées comme sûres. La double tornade en Afrique du Sud a été citée comme la preuve que les conditions météorologiques devenaient plus erratiques et que le sud du continent devait se préparer à un avenir plus incertain. Pour les habitants ordinaires, cependant, les statistiques importaient peu à ce moment-là. Ce qu'ils avaient vécu suffisait à rester gravé dans la mémoire collective. Un ciel qui s'était fendu en deux et avait déchaîné 2 monstres jumeaux sur leur ville. Ce qui jusque-là semblait réservé aux journaux télévisés internationaux, aux images de l'Oklahoma ou du Kansas, s'était produit chez eux. La rareté de l'événement s'explique donc par 2 facteurs. Sur le plan météorologique, il s'agissait d'une extraordinaire coïncidence de facteurs rarement réunis en Afrique du Sud. Sur le plan social, ce fut une prise de conscience brutale d'une nouvelle réalité. Le pays n'était pas à l'abri de la puissance destructrice des tornades. Et si cela s'était produit une fois, cela pouvait se reproduire. L'épidémie d'octobre 2011 a laissé les scientifiques sans réponse et la population avec des cicatrices visibles. S'agissait-il d'un incident isolé, du résultat d'une combinaison unique de variables, ou d'un signe que de tels phénomènes pourraient devenir plus fréquents? Personne ne le sait avec certitude. La seule certitude est qu'un nouveau chapitre de l'histoire climatique de l'Afrique du Sud s'est écrit ce jour-là. Lorsque le vent se déchaîne avec une force monstre, il ne frappe pas tout le monde de la même manière. Les tornades de Duduza et de Vicksburg ont révélé une douloureuse réalité. Les plus pauvres, les plus vulnérables, sont toujours les plus touchés par les tragédies. À Duduza, une grande partie de la population vivait dans des quartiers informels, avec des maisons construites de ses propres mains avec des matériaux improvisés. Murs de briques creux sans fondation, toits en tôle à peine fixés par des clous rouillés, fenêtres recouvertes de plastique ou de bois fin. Face à une tornade, ces structures étaient pratiquement inexistantes. Le vent les arrachait du sol comme si elles n'avaient jamais existé. Des familles entières se sont retrouvées sans toit, sans bien, avec pour seul bagage les vêtements qu'elles portaient. Cette précarité n'était pas une coïncidence, mais le reflet de décennies d'inégalités. Si dans les quartiers aisés, certains logements ont pu résister partiellement, dans les quartiers populaires, la dévastation a été totale. Là où la vie était déjà un combat quotidien, la tempête a frappé avec la force d'un jugement. Des témoignages montrent comment, sans avertissement ni abri, les gens ont improvisé des stratégies désespérées. Nombre d'entre eux se sont précipités vers les églises, considérées comme plus sûres en raison de leurs murs épais. D'autres se sont jetés à terre, se couvrant de couvertures ou de matelas, tentant de se protéger des débris projetés. Certains se sont cachés sous des tables ou des lits, s'accrochant à tout ce qui pouvait leur procurer un sentiment de sécurité.
Au milieu du chaos, des mères ont serré leurs enfants dans leurs bras, les couvrant de leur propre corps. Cet instinct de survie, plus que toute infrastructure, a sauvé des vies. À Vicksburg, bien que les habitations soient en moyenne plus solides, certains secteurs étaient vulnérables. Les ouvriers agricoles et leurs familles, qui vivaient dans des maisons simples près des champs, ont été les plus durement touchés. Pour eux, la tempête a signifié la perte non seulement de leur toit, mais aussi de leurs moyens de subsistance. Récoltes dévastées, outils détruits et avenir incertain. La vulnérabilité ne se mesure pas seulement en termes matériels, mais aussi en termes d'accès à l'information. Sans système d'alerte, sirène, messages radio ou télévisés annonçant le danger, personne n'avait la possibilité de se préparer. Ce qui, dans d'autres pays, aurait pu représenter des minutes vitales pour sauver des vies, n'existait tout simplement pas en Afrique du Sud. Ce manque d'opportunités a transformé la surprise en tragédie. Le contraste était flagrant. Si certains survivants ont pu reconstruire leur maison grâce à une assurance ou à leurs propres ressources, pour ceux vivant dans des quartiers informels, la perte était totale. Sans titre de propriété ni soutien financier, la reconstruction est devenue un processus lent et douloureux, presque entièrement dépendant de l'aide humanitaire et de la solidarité des voisins et des organisations. Dans les jours qui ont suivi, les abris de fortune se sont remplis de personnes ayant tout perdu. Les enfants dormaient à même le sol des écoles transformées en centres d'accueil d'urgence, tandis que des bénévoles distribuaient des couvertures et des repas chauds. Au milieu des destructions, les inégalités sont devenues plus visibles que jamais. Les tornades de Duduza et de Vicksburg n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont révélé une leçon plus profonde. En cas de catastrophe, la fragilité sociale devient un fléau. Et face à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, la question est incontournable. Combien de communautés supplémentaires resteront-elles en première ligne face à la vulnérabilité ? Lorsque le vent s'est calmé et que le silence est tombé sur Duduza et Vicksburg, il ne restait plus qu'un paysage désolé. Les rues étaient transformées en amas de décombres. Les arbres étaient déracinés, les poteaux électriques tordus et les toits se perdaient au loin. Le chaos de la tempête a laissé place à un nouveau défi, reconstruire non seulement des maisons, mais aussi l'espoir de communautés entières. Les premiers à réagir furent les voisins eux-mêmes. Au milieu de la poussière et des larmes, ils s'organisèrent pour secourir les personnes coincées sous les vestiges des murs effondrés. À main nue, avec des pelles improvisées et un courage nourri par l'urgence, hommes et femmes creusèrent sans relâche. Dans de nombreux cas, ils réussirent à sauver des vies avant l'arrivée des secours. Cet esprit de solidarité fut la première pierre de la reconstruction émotionnelle. Bientôt, l'aide officielle commença à être déployée. Ambulances, pompiers, policiers et secouristes arrivèrent dans les zones sinistrées, mais pas toujours aussi rapidement que la tragédie l'exigeait. L'interruption des communications et le blocage des routes retardèrent l'arrivée des renforts. Cependant, lorsqu'ils parvinrent enfin à y accéder, l'effort fut colossal. Ils installèrent des tentes d'urgence, distribuèrent des vivres de première nécessité et installèrent des abris temporaires dans les écoles et les églises. Au même moment, des organisations non gouvernementales, des églises et des groupes communautaires sont arrivés. Ils ont apporté des couvertures, des vêtements, des bouteilles d'eau et, surtout, des mots d'encouragement à ceux qui avaient tout perdu. Pour de nombreuses familles, cette solidarité a été un phare au milieu de l'obscurité. Chaque geste, chaque don, chaque repas chaud servi leur rappelait qu'elles n'étaient pas seules. La reconstruction matérielle, en revanche, fut beaucoup plus lente et inégale. À Vicksburg, où une partie des infrastructures urbaines résistait, les réparations commencèrent presque immédiatement. Le marché local, dévasté par le vent, se remit sur pied en quelques mois, grâce aux efforts des commerçants qui devaient reprendre leurs activités pour survivre. Mais à Duduza, la réalité était différente. Là, les quartiers informels détruits n'avaient ni garantie juridique ni accès à une assurance. Les familles dépendirent pendant des mois de l'aide humanitaire et de la lenteur de l'appareil gouvernemental. La douleur de la perte était palpable à chaque coin de rue. Les écoles détruites ont contraint les enfants à suivre les cours sous des tentes de fortune. Les hôpitaux, débordés, peinaient à prendre en charge non seulement les blessés de la tornade, mais aussi les patients ordinaires en urgence. Face à ces besoins, la résilience des populations a permis aux communautés de survivre.
Au fil des semaines, des réflexions ont également commencé. Comment une tempête aussi dévastatrice a-t-elle pu frapper sans système d'alerte précoce? Pourquoi les maisons les plus pauvres étaient-elles condamnées à disparaître en quelques secondes? Et que faire pour éviter que la même histoire ne se reproduise à l'avenir? Les réponses n'ont pas été immédiates, mais la catastrophe a laissé une leçon indélébile, la nécessité de se préparer. Les tornades de Duduza et de Vicksburg ont démontré que l'Afrique du Sud connaissait bien les phénomènes extrêmes que beaucoup croyaient réservés à d'autres latitudes. Une chose était claire, la nature ne connaît pas de frontières, et seule la prévention, l'investissement dans des infrastructures sûres et l'éducation des populations pouvaient empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. Le passage des tornades à Duduza et Vicksburg a non seulement laissé des ruines visibles, mais a aussi soulevé de profondes questions qui étaient, jusque-là, restées à l'état de questionnement public en Afrique du Sud. Pendant des décennies, l'idée que des phénomènes aussi violents puissent frapper le pays semblait lointaine, presque étrangère. Les tornades étaient associées aux plaines du Midwest américain, et non aux villages africains. Mais après cette catastrophe, cette perception a changé à jamais. Les météorologues locaux ont commencé à alerter sur des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles. Les relevés officiels ont confirmé que ces dernières années, les orages étaient devenus plus intenses, les précipitations plus irrégulières et les sécheresses plus longues. Le contraste entre les crues soudaines et les périodes de chaleur extrême a commencé à s'intégrer dans une énigme inquiétante. Le climat sud-africain entrait dans une nouvelle ère marquée par l'instabilité. La tornade est devenue, en ce sens, un symbole de ce qui allait suivre. L'impact psychologique sur la population fut énorme. Les familles qui n'avaient jamais entendu parler des tornades commencèrent à s'informer, s'interrogeant sur leur fonctionnement, les signes annonçant leur arrivée et surtout sur les moyens de se protéger. Les écoles invitèrent des experts à donner des conférences pédagogiques et les journaux télévisés incluaient des segments consacrés à l'explication scientifique de ces tempêtes. La catastrophe avait éveillé un intérêt collectif pour la météorologie, jusque-là réservé à quelques spécialistes. Le gouvernement, sous la pression de l'ampleur de la tragédie, a commencé à envisager des mesures sans précédent. On a parlé d'installer des systèmes d'alerte précoces, inspirés de ceux utilisés en Amérique du Nord, capables de détecter les supercellules et de fournir de précieuses minutes d'alerte. Des débats ont également surgi sur la qualité de la construction. Pourquoi tant de maisons s'étaient-elles effondrées si rapidement? La réponse était claire, des matériaux de mauvaise qualité et l'absence de réglementation rigoureuse avaient transformé les habitations en pièges mortels face aux vents violents. De là est née l'idée de promouvoir des normes de construction plus sûres, même si la réalité économique du pays rendait leur mise en œuvre immédiate difficile. Parallèlement, la catastrophe a été utilisée comme exemple par les militants écologistes qui avaient déjà alerté sur les effets du changement climatique. Ils ont souligné que des phénomènes d'une telle ampleur ne pouvaient être compris comme de simples accidents isolés, mais plutôt comme un élément d'un scénario mondial où l'atmosphère, altérée par l'activité humaine, réagissait avec une violence croissante. Leurs messages ont trouvé un terrain fertile. La population, encore sous le coup de cicatrices récentes, était prête à écouter. Ainsi, peu à peu, la tornade de Duduza et Vicksburg a transcendé la catégorie des catastrophes naturelles pour devenir un catalyseur de prise de conscience climatique. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire des maisons effondrées, mais de repenser la relation du pays à la nature. Les terres agricoles, les villes et même les plans de développement ont commencé à être perçus sous un jour nouveau. Le vent avait arraché les toits, mais il avait aussi ouvert une fenêtre sur un avenir incertain qui exigeait des réponses immédiates. Dans cette tension entre tragédie et opportunité, un nouveau chapitre de l'histoire sud-africaine est né. L'éveil d'une conscience collective face à la puissance du climat. Pour continuer à explorer les phénomènes les plus extrêmes de la planète, découvrir la puissance des tornades et des histoires de nature bouleversantes, abonnez-vous à notre chaîne Tornades Extrêmes. Sonnez pour ne rien manquer, partagez ces histoires avec vos amis et préparez-vous. Le prochain monstre pourrait être plus proche que vous ne le pensez.